Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Avec nous ce matin, 3 invités et à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation. Et pour vous servir, nos invités sont donc d'abord le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural, M. Jobert C. Engrand. L'ambassadeur Vincent Deger est avec nous, il représente l'Union européenne, et M. Nathanaël Ishamunda, représentant de la FAO. Merci, messieurs, d'être avec nous à Métropole ce matin. On va parler de la situation alimentaire, la sécurité alimentaire dans le monde avec la FAO et avec vos autres en Haïti. Et quelle est donc la situation? Quelles sont les perspectives? D'abord, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et merci de nous accueillir une fois de plus et bonjour à tous les auditeurs. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Wendell. Merci pour cette invitation. Donc, je salue les auditeurs, auditrices, téléspectatrices de Radio Télémétropole et aussi les internautes qui nous écoutent. Monsieur Nathanaël Ishamunda, vous représentez la FAO à cette émission. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Et globalement, est-ce que si l'on parle de la situation à travers le monde, on peut dire que, parlant de la sécurité alimentaire, en termes de pourcentage, est-ce qu'on peut dire que la situation est préoccupante, est critique à travers le monde? Monsieur le représentant de la FAO. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est une question intéressante. Vous savez que ça fait 3 ans, en fait, en septembre 2015, depuis septembre 2015, que la communauté internationale et tous les gouvernements du monde entier se sont mis d'accord pour approuver un programme de développement durable et dont l'un des objectifs, c'est d'éradiquer la faim et la malnutrition, toutes ses formes. Et paradoxalement, aujourd'hui, on trouve qu'il y a encore 821 millions de personnes qui souffrent de la faim. Ça fait 11% de la population mondiale, ou une personne sur 9. Il y a également 1,5 milliard de personnes qui souffrent de carence de micronutriments. Et ça a des conséquences néfastes sur leur vie et sur leur santé. Et un des plus grands problèmes encore qu'on observe aujourd'hui en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est qu'il y a à peu près 1,9 milliard de personnes qui sont obèses. Et avec l'obésité, vous le savez, viennent des maladies non transmissibles comme les crises cardiaques, les AVC, le diabète et même certaines formes de cancer. Ceci, c'est pour vous dire qu'en fait, la situation est un peu critique et elle fait appel à l'action, à une action, disons, de toute la communauté internationale et de tout le public. Et en Haïti, monsieur le ministre, on serait à environ 44% de la population souffrant de l'insécurité alimentaire? Nous n'allons pas dire 43 ou 44%. Donc, le chiffre 44-45%, c'est l'offre alimentaire donc, que le secteur agricole peut donner à la population. C'est environ 44 à 45%. Donc, qu'on peut garantir. Mais déjà, au niveau de la population, donc on a plus de millions de personnes qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Alors, donc, sévère ou modéré? Bon, sévère. 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 Donc, c'est pourquoi le ministère de l'Agriculture est en train de mettre tout en œuvre à travers la vision du président Jovenel Moïse pour essayer d'adresser ce problème. Et avec l'ambassadeur, et quand on parle de lutte pour faire face à la pauvreté extrême, ça ne peut pas se faire sans argent, sans les moyens.
Et si l'Union européenne est là avec nous, c'est pour partager ou encore pour nous faire part des disponibilités. Oui, bah d'abord, je dirais au niveau mondial, comme ça a été rappelé tout à l'heure par mon collègue de la FAO. À votre question, est-ce que la situation est meilleure qu'avant? Oui, quelque part, la situation s'améliore parce qu'on avait plus d'1 milliard, je crois, d'êtres humains qui étaient en situation d'insécurité alimentaire il y a une dizaine d'années, et donc ces chiffres ont tendance à la baisse. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, si je puis dire, d'un certain point de vue. À la baisse, vous voulez dire par rapport à l'année dernière? Non, on prend les chiffres de 1990 à peu près, dans ces eaux-là, c'était plus d'1 milliard à cette époque-là, et aujourd'hui on est, comme ça a été rappelé tout à l'heure, à 800 millions à peu près de personnes. Donc il y a une certaine baisse. En même temps, la population mondiale s'est accrue, évidemment, dans le même temps. Donc effectivement, il y a une situation qui a tendance quelque part à s'améliorer. Cela étant, il y a des chiffres qui restent tout à fait intolérables. On sait que chaque année, il y a à peu près 3 millions d'enfants qui sont victimes de la malnutrition et de la faim et qui donc meurent. Donc est-ce qu'on peut accepter ces chiffres? Certainement pas. Donc il y a une nécessité effectivement de poursuivre les efforts, de poursuivre la mobilisation par rapport à ces chiffres et à cette situation générale. L'Union européenne est très mobilisée avec nos collègues des Nations Unies sur toutes ces questions à travers le monde. On a mis en place une facilité d'1 milliard d'euros de disponibilité dans notre aide au développement pour justement lutter. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, outre les moyens financiers, il y a la mobilisation générale. Dans les objectifs de développement soutenable, durable, c'est l'objectif numéro 2 parmi les 17 objectifs. Donc c'est l'objectif numéro 2, c'est éradiquer la faim. Donc voilà, donc il y a vraiment une mobilisation au niveau mondial sur cette question-là. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir une mobilisation au niveau mondial, il faut travailler localement dans chacun des pays, et c'est ce qu'on fait effectivement ici avec le ministère de l'Agriculture, mais pas seulement l'agriculture, on travaille également avec le ministère des Affaires sociales, avec les ministères de la Santé, parce que la malnutrition, c'est un problème transversal, si je puis dire. Donc il faut vraiment travailler sur une politique coordonnée entre ces différents partenaires pour être efficace. Et quand on parle d'amélioration, est-ce que les sondages tiennent compte de la situation de certains pays, dont l'Éthiopie, le Bangladesh et autres, qui, à un certain moment, étaient dans des situations vraiment critiques? Tout à fait. On tient compte de toutes ces données, et ces pays-là, certains d'entre eux, en tout cas, ont réussi à trouver le chemin, si je puis dire, pour se sortir de cette situation relative, bien que c'est vrai aussi que, par exemple, les éléments de changement climatique ou autres viennent parfois remettre en cause certains des acquis que l'on a pu obtenir dans les années passées. Donc il faut en permanence s'adapter à ces réalités nouvelles et apporter des réponses pertinentes. La question s'adresse à vous tous qui êtes avec nous ici ce matin. Est-ce que vous pensez qu'Haïti peut s'inspirer, par exemple, des expériences des autres pays pour affronter l'insécurité alimentaire chronique? Oui. Le ministre d'abord? Oui, donc moi je pense que oui, puisque les avancées, que ce soit au niveau scientifique, au niveau du secteur agricole à travers le monde, donc peut nous aider. Donc nous allons avancer plus rapidement. Donc les expériences ont été déjà faites, donc on va les utiliser. Et c'est pourquoi actuellement on est en train de contrôler les eaux de surface pour mettre de l'eau au service de l'agriculture, au service de la population, pour essayer d'améliorer la productivité. Une fois la productivité améliorée, que ce soit au niveau des différentes filières, que ce soit le riz, l'haricot, le maïs, etc. Donc on va adresser rapidement ce problème. Et donc c'est grâce aux technologies qu'on a déjà développées donc qu'on va arriver rapidement à éradiquer ce problème de la faim en Haïti. Ambassadeur Nathanaël Ishamonda, vous avez une réponse à cette question? Oui, comme vient de dire Monsieur le ministre, on a beaucoup d'expériences desquelles on peut s'inspirer pour, disons, redresser le problème de l'insécurité alimentaire en Haïti. Un bel exemple pourrait être par exemple le Brésil. Le Brésil qui est parvenu dans moins de 3 ans à baisser le taux d'insécurité alimentaire de 8% à 2,5%. Et pour le faire, le Brésil a mis en place des programmes sociaux et puis des programmes aussi qui permettent d'augmenter la disponibilité des denrées alimentaires. Et pour cela, il a surtout soutenu l'agriculture familiale.
Et moi, je pense que c'est effectivement une leçon qu'on peut tirer du Brésil et dont on peut s'inspirer. Il y a d'autres pays comme le Cuba qui sont parvenus effectivement à presque éradiquer la faim, tout au moins à diminuer l'insécurité alimentaire de façon significative. Il y a d'autres exemples de par le monde et l'essentiel c'est que le gouvernement effectivement mette en place des moyens qui permettent d'augmenter la production, comme vient de dire Monsieur le ministre, aussi de créer des filets sociaux qui permettent à la population d'accéder à la nourriture même en cas de crise et de conflit. Ambassadeur de GR, vous pensez qu'Haïti peut s'inspirer des exemples des autres pays? Oui, certainement. Je crois que le ministre l'a dit tout à l'heure, on peut travailler bien sûr sur la production agricole, ça c'est un premier élément indispensable, mais comme l'a rappelé mon collègue de la FAO, c'est aussi l'accès qui est important. Donc il faut que les populations aient accès à cette manne, si je peux dire, agricole. Pour ça, il faut qu'elles aient les revenus, les moyens aussi pour pouvoir acheter les produits, de préférence, j'allais dire, au niveau local. Donc, essayons de produire aussi et favoriser les cultures locales. Ça me semble quelque chose qui a une bonne voie. Il y a la préservation de cette alimentation. Donc, comment stocker, comment préserver. On peut travailler sur les filières de mangue et autres. Bon, il faut aussi préserver ces produits parce que ce sont des produits périssables. Donc, il faut réfléchir à toute cette dynamique. La même chose pour la pêche et la conservation du froid. Donc il y a tout un effort sur la durée des produits, l'accessibilité à ces produits qui doit être mis en place. Et donc tout un effort, comme je disais tout à l'heure, qui doit être, à mon avis, entre les différents partenaires qui travaillent dans un même esprit, un même effort d'accessibilité à la nourriture et aux soins. Nous sommes en 2018 et je ne vous apprends rien, chers invités. Vous savez que en 2018 encore, des gens meurent par jour à cause de la malnutrition. Et on va même à dire que des gens meurent par millions chaque année. Morts dues à des complications liées à la malnutrition, par exemple, à travers le monde. Quel est le sens d'une journée mondiale de l'alimentation? Et pourquoi célébrer cette journée alors que les défis sont encore là, les défis sont énormes, sont majeurs, mais on célèbre quand même la journée de l'alimentation? La FAO peut répondre? Certainement. Oui, alors on y va. Oui. Bon. La journée mondiale de l'alimentation, comme vous le dites, est célébrée partout dans le monde, plus précisément dans 150 pays du globe, tous les 16 octobre. Et la raison de célébrer cette journée, c'est premièrement de commémorer la fondation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Mais la raison principale encore, c'est en fait de rappeler à la communauté internationale son engagement à éradiquer la faim et toutes les formes de malnutrition, justement. Ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on le rappelle tous les ans parce que, comme vous le dites, il y a des gens qui continuent à souffrir de la faim et à mourir des conséquences de malnutrition. Et l'autre raison, c'est de rappeler au public que l'éradication de la faim est possible. C'est possible et que pour y arriver, il faut travailler ensemble. Monsieur l'ambassadeur parlait du partenariat. Pour la FAO, le partenariat, c'est extrêmement important. Partenariat entre le secteur public, le secteur privé, entre institutions internationales et institutions nationales, entre le secteur financier, les agriculteurs, tout le partenariat. Personne ne peut le faire de lui-même. Et voilà pourquoi donc il est important que chaque année, on rappelle à tout le public, à tous les concernés, aux décideurs, que c'est extrêmement important de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à tous et de passer à l'action parce que ce mal continue à faire des dégâts. Monsieur le ministre, le sens de cette journée de l'alimentation, mais pour le secteur agricole. Oui, depuis 38 ans, donc la FAO, donc, il y a une journée mondiale de l'alimentation. Donc ça a été déclaré à la 8e conférence de la FAO en novembre 1979.
Donc, et chaque année, on a un thème. On a un thème pour cette année, donc c'est agir pour l'avenir. Donc, et la fin zéro en 2030, c'est possible. Donc, en bon créole, donc c'est on agit et jeudi, donc et pour demain, donc nous sommes capables avant 2030 finir avec Gangou dans le pays. Donc c'est cette journée, donc c'est juste pour sensibiliser les dirigeants, sensibiliser la population sur la question de la faim et de la pauvreté. Donc pour nous en Haïti, donc c'est célébrer cette journée, c'est déjà penser à renforcer le secteur agricole pour faciliter la disponibilité des produits agricoles, puisque les produits agricoles sont la base de l'alimentation mondiale. Donc déjà, si on arrive à augmenter la productivité, augmenter la production au niveau du pays, donc on peut déjà baisser le niveau, le pourcentage de personnes affamées dans le pays. Si on célèbre la journée, c'est que l'Union européenne au moins est satisfaite en tant que bailleur. Mais écoutez, on est satisfait de célébrer cette journée parce que c'est une journée de mobilisation. Alors, moi, dans ce sens-là. Donc, moi, je parle de référence satisfait des résultats obtenus. Est-ce que l'Union européenne, après avoir quand même délié les cordons de la bourse et dans des pays comme le nôtre, vous continuez à le faire? Il faut continuer à le faire, comme vous le dites. Donc, il faut, parce que bon, oui, mais la situation dans l'intervalle, est-ce que quand même on est satisfait des résultats obtenus? On est satisfait d'un certain nombre de résultats partiels qui ont pu être obtenus aujourd'hui. La réintroduction, comme je disais tout à l'heure, de produits locaux, comme la patate douce dans le nord-est, des choses comme ça, travailler sur les filières agricoles, comme la filière de la mangue ou d'autres. Donc, il y a des choses, il y a des acquis qui ont été obtenus. Maintenant, il faut aller plus loin, parce que comme vous le rappeliez tout à l'heure, la situation en termes de sécurité alimentaire n'est quand même pas satisfaisante encore aujourd'hui en Haïti. Les chiffres, je crois, de ce point de vue-là, qui ont été donnés par la CNSA, qui fait autorité, je crois, en matière statistique ici dans le pays en la matière, nous le révèlent à nouveau. D'ailleurs, demain, ce qu'on va faire, c'est quand même partir des chiffres, du diagnostic qui est posé effectivement par cet organisme statistique qui dépend du ministère de l'Agriculture également. Donc il va nous donner les chiffres de la photographie de la situation. À partir de cette photographie, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc valoriser les produits locaux, travailler plus en interrelation entre la santé, l'agriculture et les systèmes sociaux, parce que c'est important effectivement qu'on ait... Je prenais toujours l'exemple de l'enfant qui est en situation d'insuffisance alimentaire, qu'on amène à l'hôpital, qui va être soigné. Si après, au bout d'un mois, il est soigné, on le remet dans son milieu d'où il vient, de familial, mais qu'il n'y a pas eu d'évolution de ce milieu familial qui reste dans une situation de pauvreté, cet enfant va retomber évidemment dans cette situation de malnutrition. Donc c'est ça, il faut réfléchir de manière systémique, si je peux dire, à ce problème, trouver des filets sociaux, trouver de l'activité pour les familles les plus vulnérables. Souvent c'est en milieu rural dont on parle, donc il faut réfléchir à différents types de solutions. C'est pas seulement la production de l'agriculture qui est un des éléments et important, évidemment essentiel du processus, mais c'est aussi la redistribution de cette richesse et l'accessibilité à ces richesses pour chacun. Et l'accessibilité aux soins, évidemment, aussi fait partie de cette dynamique. Donc je crois qu'on va demain faire un peu le point de cette situation, réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Il y aura demain aussi des parlementaires qui seront avec nous. Il y a un front qui a été initié par la FAO d'ailleurs dans ce contexte-là, un front parlementaire contre la faim. Donc c'est une très bonne chose que les parlementaires se mobilisent parce qu'il y a aussi un travail parlementaire à faire, un travail du cadre légal. On voudrait mettre en place une véritable politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ça passe aussi par l'adoption de la loi dans ce domaine qui justement aide l'ensemble des protagonistes à bien se coordonner sur des axes politiques qui ont été définis. Donc on attend aussi de l'exécutif, des parlementaires, une véritable mobilisation pour qu'ensuite, sur le terrain, on a des moyens financiers, comme vous le rappeliez effectivement, mais que ces moyens puissent être bien utilisés, bien coordonnés pour qu'on arrive, comme le disait mon collègue de la FAO tout à l'heure, à des résultats substantiels et qu'on puisse voir ces chiffres de pourcentage diminuer à l'avenir. On parlait tout à l'heure de l'anémie aussi, effectivement, parce qu'il n'y a pas seulement d'avoir accès à la nourriture, mais quel type de nourriture, quel type d'alimentation. Donc il y a ces problèmes-là aussi
qui se pose. Or, la situation de l'anémie, malheureusement, je dirais, s'est détériorée ces dernières années. Donc, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on consomme, etc. Donc, il y a toutes ces questions. J'allais y arriver justement, peut-être à la deuxième partie de l'émission. Quand les gens disent qu'ils ont bien mangé, est-ce que bien manger veut dire avoir le ventre bien rempli? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Peut-être un peu plus tard, on pourra revenir, parce que là, si vous faites allusion à certaines maladies considérées comme conséquence de la malnutrition, c'est quand même important en termes d'éducation qu'on en parle avec le public. Mais avant, en parlant de santé, justement, je me rappelle, avant l'an 2000, on n'arrêtait pas de parler de santé pour tous en l'an 2000. Mais à mesure qu'on s'approchait de l'an 2000, on arrêtait d'en parler. Par exemple, en 1998, 1999, on faisait plus écho de ce slogan. Et là, aujourd'hui, on vient avec un nouveau slogan, agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, est-ce possible? Donc là, j'aurais bien aimé avoir rapidement quelques réactions. D'abord, comment, au niveau du ministère, l'on s'approprie le thème de la journée mondiale de l'alimentation, agir pour l'avenir, la faim zéro en 2030, c'est possible. Je ne voulais pas le comparer, au slogan Santé pour tous en l'an 2000, mais avant l'an 2000. Oui, donc, déjà, c'est différent. Déjà, je dois dire qu'au niveau du gouvernement OICA, donc on a déjà commencé à prendre des mesures, puisque par exemple, donc, non seulement on est en train de restructurer le ministère pour mettre des cadres capables de coordonner et de mieux orienter les activités, même l'intervention de nos parties prenantes et même des partenaires financiers. Mais déjà, donc, il y a des jeunes. Par exemple, actuellement, on a 16 jeunes en Inde qu'on est en train de préparer pour la filière poule, puisque donc, ce sont des protéines à bon marché. Donc, c'est vrai que pour permettre à la population d'avoir de la nourriture rapidement, donc on ne peut pas, il faut choisir, il faut avoir des stratégies. C'est pourquoi on est en train d'agir sur les filières capables d'adresser ce problème avant même 2030. Donc, que ce soit les filières œufs poules, que ce soit filière riz, filière maïs, filière sorgho et même les tubercules. Donc, il y a un plan. Oui, il y a tout un plan. Il y a une stratégie. Ces stratégies sont définies pour permettre à la population de rapidement de baisser le pourcentage de personnes atteintes. Donc, je sais que d'ici, on a des objectifs pour 3 ans pour atteindre certaines autonomies, que ce soit en riz, en œufs, en poule. Mais déjà pour 2030, donc, le ministère de l'Agriculture pense à y arriver et permettre à un grand nombre de personnes d'avoir accès à la nourriture. Monsieur Hishamunda, Nathanaël Hishamunda, et pourquoi ce thème? Ce thème, d'abord, c'est pour plusieurs raisons. Mais la raison principale est juste de rappeler qu'il est temps d'agir. On a agi, comme disait monsieur l'ambassadeur, comme les chiffres le montrent, l'insécurité alimentaire dans le monde a un peu amélioré, mais elle continue quand même. Elle est toujours là. Et le point qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'agir. Il faut rappeler qu'il faut agir maintenant. L'action, c'est maintenant. Il faut accélérer l'action, il faut intensifier l'action. Et puisque ce que nous faisons aujourd'hui définit l'avenir de demain. Voilà en fait le message qui est dans ce thème, agir pour l'avenir. Et qu'est-ce que l'on préconise au niveau de la communauté internationale? Écoutez, je crois ce qu'on préconise, comme disait mon collègue, c'est une mobilisation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est 7 milliards d'êtres humains sur cette planète. En 2030, on sera 8,3 milliards. Donc, les défis ne vont que croître dans ce domaine. Donc, il faut redoubler d'efforts si on veut vraiment atteindre ces résultats qu'on essaye de se donner. Ensuite, je crois qu'il faut des politiques qui soient aussi plus globales. La démographie, du chiffre de croissance de la population, fait partie
de la réflexion qui doit être menée sur ces questions aussi d'alimentation, puisque si on a une démographie exponentielle, on aura plus de difficultés. Évidemment, il faudra une croissance de produits agricoles exponentielle également pour répondre à ces besoins. On parlait ici, il y a quelques semaines avec vous, de la question environnementale. Elle fait partie de l'ensemble de la réflexion que l'on doit mener aussi, parce que comment va-t-on faire pour accroître la production agricole si on a des changements climatiques qui produisent les effets que l'on connaît, de sécheresse ou d'ouragans extrêmement violents de plus en plus qui détruisent aussi les cultures. On l'a vu avec Mathieu il y a 2 ans, évidemment, dans ce contexte-là. Donc il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de ces problématiques et essayer d'apporter des réponses coordonnées, si je puis dire, par rapport à ces différents problèmes. D'où cette importance de mobilisation et de réflexion globale, et ensuite, bien sûr, de passer à des actions concrètes, mais je dirais dire, dans une politique bien conçue, bien réfléchie, en tenant compte de l'ensemble des paramètres. Alors, insécurité alimentaire, on peut même dire chronique, il y a certaines zones qui ont cette réputation en Haïti. Quelles sont les perspectives réelles du gouvernement en matière de réduction de la faim en Haïti? Est-ce que ces zones-là, dont le Nord-Est, figurent parmi les zones de priorité du gouvernement? On pourra nous donner cette réponse après la pause. Okay, merci. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, demain, 16 octobre. 3 invités, le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural, Jobert C. Engrand, l'ambassadeur Vincent Deger, représentant de l'Union européenne, et Monsieur Nathanaël Ishamunda, représentant de la FAO. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt. 3 invités avec nous aujourd'hui. Le ministre Jobert C. Engrand, ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, l'ambassadeur Vincent Deger et Monsieur Nathanaël Ishamunda de la FAO. Merci de votre patience, comme je vous l'ai dit tantôt. Alors, il y a une question qui était déjà lancée, qui était déjà posée. Quelles sont les perspectives du gouvernement en matière de réduction de la faim en Haïti, notamment dans le cadre de la politique agricole? Et j'ai parlé également de certaines zones qui souffrent de l'insécurité alimentaire chronique dans le pays. Est-ce que ces zones-là figurent dans la série des priorités du gouvernement en place? Monsieur le ministre. Merci Wendell. Donc, je vous le disais tantôt, donc, le gouvernement mauricien est en train d'adresser certains problèmes au niveau du secteur agricole. Et, par exemple, donc, la disponibilité en riz. Donc, on est en train d'adresser ce problème, non seulement au niveau de la Tibonite. À travers la caravane du changement, on a commencé de grands travaux permettant l'augmentation du rendement au niveau des parcelles. Actuellement, il y a 30 blocs de production qu'on est en train d'appuyer, non seulement à partir des intrants, semences engrais, mais aussi donc, à partir des équipements et pour faciliter les travaux. Donc on a vu les moissonneuses qu'on a commencé à fournir au bloc. Et non seulement on peut voir aussi donc, les grands travaux d'irrigation des infrastructures hydro-agricoles qu'on est en train de mettre en place dans le nord-est particulièrement. C'est le barrage de Marion par exemple, et ce barrage qui va permettre d'irriguer plus de 5000 hectares de terre dans la zone, donc des terres qui jadis étaient des terres non cultivables par rapport à la sécheresse, mais maintenant avec l'eau qu'on va mettre à la disposition de ces producteurs, donc ils vont pouvoir augmenter la productivité, augmenter le rendement des parcelles. Donc non seulement ce barrage va permettre de rendre disponible l'eau pour la production, mais aussi pour l'électricité et aussi pour la boisson. Donc c'est après estimé, donc c'est l'un des grands barrages que le pays est en train de mettre en place. Donc, et dans les zones, que ce soit dans le nord-ouest, que ce soit dans le nord-est, donc on est en train de travailler sur la maîtrise des eaux dans ces zones, puisque pour produire, donc l'élément de base c'est l'eau.
Donc c'est pourquoi le gouvernement met l'emphase sur le système d'irrigation et près de 12 systèmes d'irrigation vont être mis en place. Donc, déjà, même quand ce n'est pas totalement fini au cours du mandat du président, mais déjà le gouvernement mauricien est en train d'adresser ces problèmes et avancer rapidement pour que l'eau soit disponible et les filières importantes, et que ce soit le riz, le maïs, le sorgho, le sorgho, etc. Donc, et les filières animales, que ce soit le lait, les œufs et les poules, donc on va les mettre à la disposition des producteurs et on a, au niveau du ministère, donc on est en train de mettre en place un budget programme, donc permettant d'avoir des moyens, des moyens intéressants permettant d'adresser ces problèmes. Donc on est sur la bonne voie. Donc nous pensons arriver à satisfaire la demande de la population en termes de produits agricoles, donc pour baisser la faim dans le pays. Monsieur le ministre, nous avons l'impression que pour gagner une bonne alimentation, pour en sécurité alimentaire, il faut gagner accès à manger. Pas vrai? C'est pas ça? Oui, justement. Pour accéder, il faut capable accéder à lui. Or, il dit que je dis, l'autorité au plus gain recours vers l'étranger, en important, par exemple, en important, là on fait du riz rentrer dans le pays, et ben, ça, alors que du riz qui n'a produit localement, lui-même, il semble être plus intéressant en termes de production, riche en vitamines et autres, qui est différent de ce qu'on appelle protéines. Mais non seulement nous faisons du riz rentrer, mais en même temps, tout, nous pas sponsoriser, nous pas financer assez la production locale. Ce qui fait que l'accès à riz local est beaucoup plus cher que du riz que n'a importé ou que du riz qui a importé. C'est pas comme ça que le tableau a présenté? Bon, le tableau n'a pas présenté comme ça, parce que, premièrement, donc, pour faire accès à l'alimentation, à produits, donc nous sommes capables de dire que, quand même, à travers... Il faut manger disponible. Il faut manger disponible. Il faut l'accessible, tout. Oui, donc manger, pour nous rendre disponible, il faut nous mettre infrastructure de base. Infrastructure de base qui va permettre de manger disponible. Donc c'est ça depuis accession présidence au pouvoir. Donc c'est ça la fait. Et ça qui explique que du riz paysan est plus cher que... Donc normalement, on connaît un déficit en riz. Donc ça veut dire nous faut capable de combler le déficit ça. Donc pour nous donc c'est vrai que van été l'ouvrir côté permettre du riz envahir pays pour décourager les producteurs. Mais actuellement, donc, non seulement on a mis accent pour nous capables permettre que donc, du riz local là, donc les valoriser et nous continuer à faire, que ce soit dans Maribaou, que ce soit dans Saint-Raphaël, que ce soit dans la Tibonite, que ce soit dans Tobec. Donc, on a adressé ce problème ça et on a mis de l'eau et on a mis un intrant pour capable de travailler. Mais l'autre produit. En faut-il que sur intrant? Là, l'on parle d'intrant. Vous voulez parler de... Je parle d'intrants, je parle de semences, je parle d'engrais, je parle des outils qui sont capables de permettre de travailler. Et qui ça nous entend faire? Excusez-moi, monsieur le ministre, de vous interrompre de temps en temps. Et qui ça nous entend faire, par exemple, pour éliminer, soulever, je parle de corruption, mais il a toujours dit que engrais sont catégories de monde qui rejoignent et monde ça revendent à paysans bien cher. Donc c'est justement ça qu'on a travaillé au niveau ministère. C'est ça qui fait, non seulement on a fait restructuration, mais au niveau service, on a mis l'ordre. On a mis l'ordre pour capable permettre non seulement les subventions d'engrais qui baillent, donc ça veut dire les producteurs ils joignent à prix que le ministère a fixé. Parce qu'on dit toujours des réseaux qui, depuis engrais à venir, donc c'est eux-mêmes qui ont accès à lier, eux-mêmes qui font machine avec, mais ça n'a pas dressé et nous sommes sûrs que nous avons fini à bailler ça. Donc, nous te promettons une Tibonite et nous travaillons sur ça pour nous capables et permettre que les producteurs aient plus accès à engrais, à semences, même dans le niveau semences, les outils, les outils achetés, semences achetés, mais on pas de producteurs. Donc son pourcentage calé, donc tout ça nous adresser et directement nous pas ménager moyens pour nous capables de mettre fin à type de problème ça. Depuis quelques mois, on a fait expérience de caravane au niveau de l'Artibonite. Est-ce que vous avez des faits qui sont capables de montrer que
vient plus manger dans la zone ça côté que caravane a été déployé. Est-ce que gain plus du riz et qui sont gagnés comme élément pour prouver ça? Bon, si oui. Déjà, nous sommes capables de dire qu'il y a plus de terre qui mettent en valeur. Donc, si nous mettons plus de terre en valeur, il y a une possibilité pour nous capables d'augmenter la production et déjà la production a été augmentée. Donc, je ne vais pas venir à chiffre là, donc même quand même capable déjà de dire que le chiffre a augmenté. Et déjà, nous avons environ 10 blocs de production que nous avons encadrés. Actuellement, nous avons 30 blocs de production. Donc, pour capable nous dire augmenter la surface qui a du riz. Et nous avons un problème de drainage parce que chaque année, il y a un pile de cob qui a dépensé dans faire drainage. Et déjà, nous avons résolu le problème ça, côté nous avons bétonné un pile canaux l'autre bois qui est capable de permettre de l'eau disponible en temps réel pour les producteurs. Donc, ça veut dire que son problème nous embrasser à bras le corps. Donc, nous pensons à la fin de mandat président, on a quitté, on nous dit on a Tibonite qui a plus de capacité de production pour capable augmenter le pourcentage de du riz qui est disponible pour les producteurs. Nous ne pas dire que nous avons arrivé pas importer même, mais déjà nous avons augmenté le niveau de production et nous avons baissé la rentrée. Donc nous sommes capables même dans la rentrée. Donc, et si nous, à travers BMPAD, nous avons un achat qui est fait, mais c'est un achat qui permet de compenser et nous prévoyons que, comme cap acheter du riz, donc la météo à disposition des producteurs pour capable permettre de gagner plus de capacité pour capable produire et comme ça on a réduit et donc au fur et à mesure quantité de produits que nous avons gagné pour acheter l'autre bord. On va revenir à nos amis étrangers et nos amis de l'international. Et comment la FAO et l'UE entendent contribuer effectivement à atteindre l'objectif fin zéro en Haïti? Comment? Qui veut répondre d'abord? L'Union européenne? En débloquant beaucoup plus d'argent? Un élément de réponse? Notamment, oui, pourquoi pas. Je veux dire, non, mais en débloquant, je veux dire, c'est un partenariat toujours avec l'État haïtien. Je veux dire, lorsqu'on a décidé de mettre la sécurité alimentaire parmi nos priorités, ça a été fait en discussion et en concertation avec l'État haïtien. Donc on a décidé effectivement de bloquer sur les 420 millions d'aides que l'Union européenne donne à Haïti sur la période de 7 ans, on a décidé de mettre 120 millions à peu près sur la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc dans les jours à venir, nous sommes en train de finaliser avec le chiffre pour moi, s'il vous plaît. C'est 120 millions pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Okay. Donc c'est un moyen assez conséquent. Donc ça va aller en tranches. On ne va pas tout débloquer d'un seul coup, mais graduellement, on va dire. Et nous avons prévu avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales de mettre en place cette politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle sous la direction de la primature, donc le Premier ministre, bien sûr, est pilote, si je puis dire, dans cette opération. Et ce que nous souhaitons, c'est donc renforcer cette coordination entre les ministères, avoir ce que vous disiez tout à l'heure, à travers votre question, effectivement, il faut augmenter la production, mais augmenter aussi l'accès des populations à cette production alimentaire. Donc il faut, on en parlait tout à l'heure, des filets sociaux, il faut de l'emploi, il faut des activités au niveau local, il faut aussi des circuits courts. Pour qu'effectivement, dans les cantines scolaires, dans d'autres endroits, on utilise les produits de préférence, on va dire, qui sont produits localement et directement accessibles localement. Donc il faut essayer de renforcer toute cette politique, si je puis dire, sur le terrain. Et au niveau des priorités, donc ça c'est au niveau national, donc une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. On espère que les parlementaires vont nous soutenir aussi dans l'adoption de la législation nécessaire pour mettre en place cette politique. Mais ensuite, sur le terrain, de manière concrète, c'est de travailler avec les services déconcentrés de l'État. Chaque ministère est représenté localement. D'ailleurs, 70% de notre appui va aller vers ces directions départementales dans les territoires concernés. C'est le nord-est, on en a parlé tout à l'heure, le Haut-Artibonite, qui sont nos zones d'intervention prioritaires. Et là, nous allons mettre en place ces différentes actions de stimulation de la production, de conservation des produits, de nouvelles productions qui sont adaptées au climat et au changement climatique de la zone, parce qu'on a des épisodes de sécheresse de plus en plus longs et de plus en plus renforcés sur ces zones. Comme le disait le ministre tout à l'heure, travailler aussi sur les questions d'irrigation, soit des grands barrages, mais ça c'est des barrages qui ont des systèmes de revenus qui leur sont propres. Il y a aussi des plus petites structures de plus petites retenues d'eau, des lacs collinaires, des choses comme ça, sur lesquelles on peut aussi travailler pour faire de l'aquaculture, qui est une autre solution sur laquelle on peut aussi opérer. Voilà, donc une politique globale au niveau des territoires concernés
et au niveau national également, parce que ce qu'on peut faire dans le nord-est, on peut le faire dans d'autres parties du pays, bien évidemment. Et là, je comprends que le travail se fait en synergie, l'État haïtien, l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Vous étiez concerné aussi par la question, M. Nathanaël Hichamunda? Non, certainement. En fait, je me posais la question de savoir qu'est-ce que je peux dire après l'intervention de M. l'ambassadeur. Il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Mais ce que je peux dire, c'est que, justement, je parle de partenariat. On travaille en synergie, on travaille en partenariat. D'une part, le gouvernement qui élabore des politiques de développement agricole du secteur. D'autre part, l'Union européenne ici présente, qui représente le partenaire financier, et puis la FAO, le partenaire technique. Et dans tous les sujets dont monsieur l'ambassadeur a parlé, la FAO intervient en donnant un appui technique justement à la réalisation de toutes ces activités. C'est dans ce cadre, par exemple, que la FAO maintenant, disons, s'asseyant sur les priorités du pays, du gouvernement, en matière agricole, dans les 4 ans qui viennent, la FAO apporte un appui institutionnel, notamment. Et par appui institutionnel, je veux dire, par exemple, le soutien à la coordination nationale de la sécurité alimentaire dont M. l'ambassadeur a parlé, le soutien au Parlement, aux parlementaires qui sont intéressés à être impliqués de façon très serrée à la résolution du problème d'insécurité alimentaire. Donc, on soutient le Front parlementaire contre la faim, par exemple, dans son travail. Je peux citer notamment que la FAO est en train de les appuyer dans l'élaboration d'une loi sur l'alimentation scolaire. Ça, c'est important, ça, c'est un élément important pour ce qui est de la nutrition, pour nous rassurer que la nourriture servie dans nos écoles est de qualité. Ça, c'est extrêmement important et contient tous les nutriments dont nos enfants ont besoin. Et nous les appuyons aussi dans l'élaboration d'autres lois. On parle de la loi de la pêche et de l'aquaculture. L'aquaculture, ça, c'est un secteur qui tient son Excellence, Monsieur le Président de la République, à cœur. Nous avons également, en termes de soutien, Monsieur le ministre a parlé de semences. Ça, c'est un ingrédient extrêmement important si on veut augmenter la production locale et par conséquent faire chuter le prix des produits locaux et comme ça améliorer l'accessibilité de ces produits aux consommateurs. Donc on est en train aussi d'appuyer justement le Front parlementaire contre la faim dans l'élaboration d'une loi semencière et des obtentions végétales. Ça, juste pour citer des Merci, Monsieur Hichamunda. Monsieur l'ambassadeur, avant d'entrer au studio, on parlait de certaines pathologies qui sont liées à la malnutrition. Vous avez parlé aussi de l'anémie, dont les cas augmentent considérablement ces dernières années en Haïti. Vous ne pensez pas qu'il y a lieu de tirer la sonnette d'alarme face à cela? Monsieur le ministre, est-ce que vous allez partager ou encore est-ce que vous n'allez pas soumettre ces données à votre homologue du ministère de la Santé? Oui, justement, donc c'est vrai que l'insécurité alimentaire, donc c'est tout un paquet. Donc si on ne mange pas bien, donc c'est difficile d'avoir une bonne santé. Donc non seulement au niveau du secteur. Mais quand on parle de gens souffrant d'anémie qui augmente, du nombre de gens souffrant d'anémie qui augmente, ça c'est préoccupant. Oui, donc déjà, entre autres. Je sais que le ministre de la Santé est en train de nous regarder, mais déjà je vais partager cette information avec elle. Mais au niveau du secteur agricole, donc il y a des éléments, des produits donc, qui permettent d'adresser, même quand on ne peut pas dire d'éradiquer l'anémie, mais il y a des produits qu'on doit nécessairement manger pour faciliter, pour permettre une meilleure santé et réduire l'anémie. Donc même au niveau
des plantes moringa qu'on est en train de distribuer. Donc déjà, manger du moringa permet déjà d'augmenter et de diminuer le taux d'anémie. Mais quand même, il faut que le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture se mettent ensemble pour adresser ce problème et trouver une solution adéquate à cette difficulté. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, il y a des données disponibles, il y a des sondages officiels qui font état de... Oui, encore une fois, c'est la CNSA qui fait ce travail. J'aurais adressé mes félicitations d'ailleurs aux collègues de la CNSA qui font ce travail très régulier et très systématique qui nous permet d'avoir ce débat aujourd'hui articulé et organisé sur des chiffres concrets. C'est vrai que l'anémie, vous le disiez tout à l'heure, a augmenté malheureusement au cours des 10 dernières années. Donc c'est un signal d'alarme qui doit nous alerter tous et nous mobiliser tous pour trouver des parades, si je peux dire, à ce problème. La première parade, c'est la bonne concertation entre les ministères concernés pour qu'eux élaborent les politiques de réponse adéquates et d'améliorer la qualité des nutriments. On parlait de l'école. L'école est essentielle, effectivement, que les enfants qui sont à l'école aient des repas équilibrés, complets, effectivement, pour combattre ça. Mais il faut aussi, lorsqu'on détecte des enfants dans cette situation-là, qu'on mette en place les systèmes d'alimentation et de soutien de filets sociaux dont on parlait. Donc, je dirais, on attend avec beaucoup d'attention, bien sûr, le prochain budget qui sera élaboré par le gouvernement, qui, j'espère, va envoyer, si vous voulez, des signaux importants pour justement montrer, effectivement, que l'agriculture, la santé, les affaires sociales, tout ça travaille bien ensemble, en bonne articulation pour apporter des réponses que la population, quelque part, attend par rapport à ces problématiques et des réponses concrètes à ces chiffres qui sont parfois un peu alarmants et qui doivent nous mobiliser pour être plus efficaces sur le terrain. La journée, c'est demain, 16 octobre. Vous pouvez nous parler ou nous rappeler les activités commémoratives de la journée, monsieur le ministre? Oui, déjà, on va célébrer cette journée au niveau du ministère de l'Agriculture. Au niveau du ministère de l'Agriculture, donc les deux, l'ambassadeur Vincent Déjà va être avec nous et aussi donc, le représentant de la FAO. Mais il y aura des... Je sais que le nom est difficile. Alors il s'appelle Hicham Monda. Donc il y aura des expositions à Damien. Donc on va prendre toute la disposition pour que ça passe très bien. Donc il va y avoir beaucoup d'exposants et déjà beaucoup de conférences. Et donc on va sensibiliser la population et même les personnes qui viennent assister à cette exposition. Donc il y aura beaucoup de choses à voir à Damien demain 16 octobre à partir de 9h. En plus du rappel, la journée c'est quoi? En plus du rappel, la journée c'est l'action. C'est ça. Il faut appeler à l'action. Bon, il faut conscientiser, mais il faut appeler à l'action. Et l'action, comme je le disais, c'est... Qui est concerné par cet appel à l'action? C'est tout le monde qui est concerné. C'est le grand public, c'est le décideur, l'exécutif, c'est le partenaire financier, c'est le partenaire technique, la communauté internationale, c'est l'agriculteur, l'éleveur, c'est la société civile. C'est les institutions nationales et internationales. Mais en quoi consiste le travail du partenaire technique? Le partenaire technique, son travail, c'est d'aider le gouvernement, donc le décideur, à réfléchir sur les politiques adéquates qui devraient être mises en place pour répondre justement aux problèmes qui se posent de faim et de malnutrition et comment arriver à la fin zéro d'ici. On a encore 12 ans qui nous restent, mais on pense que c'est possible si tout le monde travaille ensemble. Vous pensez qu'à la veille de 2030, la fin zéro en 2030 qui pourra être possible, 2025, 2027, 2028, on en parlera encore? Oui, on en parlera. Oui. Merci infiniment, merci. Et ministre de l'Agriculture, Joseph C. Engrand, Jobert C. Engrand, l'ambassadeur Vincent Déjà, M. Nathanaël Hicham Monda,
Merci et bonne célébration de la journée mondiale de l'alimentation. Merci, à bientôt. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Jobert Séan, grand ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural, l'ambassadeur Vincent Legère, représentant de l'Union européenne, et Monsieur Nathanaël Ishamunda, représentant de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Merci de l'accueil, merci de votre hospitalité. Madame, Monsieur, passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading